Pour la diversité et l'inclusion économique, le mouvement est lancé. Ensemble, nous agissons déjà pour une cause créatrice de valeur. Ensemble, nous avançons. Mais nous voulons aller plus loin. Plus vite, plus haut. En 2022, le sommet de l'inclusion économique sera placé sous le signe de l'impact. Impact pour faire bouger les lignes. Impact pour faire changer les mentalités. Impact pour transformer notre société durablement. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact. C'est quand même dommage d'embaucher toujours les mêmes profils quand on sait que l'inclusion est source de performance. Sur Mosaïque Talent, accédez gratuitement à des milliers de talents de la diversité et trouvez les meilleurs profils grâce à notre algorithme de matching. Pour Mohamed, Awa, Jonathan, Céline et Sohan, décrocher un entretien d'embauche a toujours été compliqué. Pourtant, ils sont nés à Paris, Trappes, Lyon, Marseille, Saint-Étienne et ont tous fait des études supérieures. En France, on obtient un entretien après avoir envoyé 5 CV en moyenne. Il en faut 4 fois plus quand on s'appelle Nadia. Préjugés, idées préconçues, maladresse, discrimination. Nous avons décidé d'agir en créant Mosaïque RH, un cabinet de recrutement non-profit pour accompagner les entreprises, puis un campus pour accompagner les talents et pour accélérer les mises en relation, puis une plateforme de recrutement où l'on peut accéder gratuitement à des dizaines de milliers de profils qualifiés venant de toute la France. En 13 ans, notre groupe a collaboré avec plus de 2000 entreprises et permis près de 15 000 recrutements de jeunes diplômés et d'expérimentés issus de la diversité sociale, territoriale ou culturelle. Nous favorisons ainsi la rencontre avec les véritables pépites de demain, qui échappent au radar des canaux habituels. Nos actions génèrent un impact économique positif pour la collectivité en évitant des coûts estimés à plus de 10 000 € par talent sans emploi. Pour aller plus loin, pour provoquer un changement social à grande échelle, nous avons créé la Fondation Mosaïque, qui englobe l'ensemble de nos activités. La Fondation multiplie les programmes de rencontres développés au cœur des territoires, permettant de déconstruire les imaginaires discriminants et de faciliter l'action. Elle diffuse ensuite ses idées et les bonnes pratiques auprès d'autres organisations sur d'autres territoires et contribue ainsi à la mise en œuvre en France d'une politique de l'inclusion économique dynamique, efficace et performante, où chacun peut devenir un acteur du changement. Dès aujourd'hui, en rejoignant le mouvement, vous avez la possibilité d'accélérer le changement, de conduire la transformation des pratiques pour que 100% des entreprises pratiquent un recrutement inclusif et de libérer le potentiel de tous les talents qui aspirent à réussir leur vie professionnelle. Au sein de la Fondation Mosaïque, et comme vous d'ailleurs, nous pensons que Mohamed, Awa, Jonathan, Céline ou Sohan ont plus que leur place dans votre entreprise, que la question de la diversité ne devrait pas se poser et qu'elle est au contraire source de richesse et de performance. Fondation Mosaïque, rejoignez le mouvement. Pour moi, l'action prioritaire, ça serait de former les entreprises et les salariés sur ces questions-là. L'accompagnement de ces managers, de ces recruteurs sur le recrutement de collaborateurs sans regard sur le sexe de la personne. Proposer à tous les employés, quels qu'ils soient, des conditions de travail égales. Éduquer surtout les salariés et les recruteurs, les fonctions RH. Je pense que de former aussi sur le tas, comme on dit, c'est hyper important. Il faut que les gens aident les jeunes à être motivés et en fonction de la motivation, pas nécessairement juste en fonction des examens et du CV, en fonction du relationnel, quoi. Et vous, l'inclusion économique, vous en pensez quoi? Nous comptons sur vous. Chaque avis et chaque idée compte. Connectez-vous jusqu'au 29 novembre inclus sur parlons-égalitédeschances.fr. Bonjour et bienvenue à l'atelier pour définir une stratégie diversité et inclusion. Je suis Caroline Vaquette, experte sur le sujet et en mission actuellement chez Pernod Ricard. Je suis ravie de vous présenter donc Camille Manceau, responsable et directrice de la diversité et l'inclusion chez Total Energy.
Vous avez aussi donc Géraldine Vial, directrice talent, culture, innovation RH chez KPMG France, et Christophe Carrère, DRH, délégué général en charge du projet humain chez Auchan Retail France. Alors, la diversité combinée à l'inclusion sont de véritables gages de performance en entreprise. On sait qu'elles favorisent donc l'innovation, la créativité, la productivité collective. Et une politique inclusive génère également une augmentation de l'engagement des collaborateurs et leur sentiment d'appartenance à l'entreprise. Elle peut être un vrai facteur de différenciation pour vos entreprises, d'attraction et de rétention des talents. Donc aujourd'hui, on est là pour discuter de la stratégie qui est nécessaire sur la diversité et l'inclusion pour avoir des résultats et de l'impact. Alors, je voudrais qu'on s'adresse à vous tous. Vous êtes peut-être à différents niveaux de maturité dans vos entreprises. Et donc, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui voudraient écrire une stratégie diversité et inclusion et qui ne savent pas comment faire? D'accord, très bien. Bon. Alors, un petit peu, mais pas tant que ça, finalement. Donc, vous êtes peut-être aussi là pour des best practices. Donc, ça sera intéressant, effectivement, de voir des exemples concrets de la part de nos 3 intervenants. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, justement, et nous expliquer ce que vous avez défini dans votre stratégie diversité et inclusion et quels objectifs, finalement, concrets vous vous êtes fixés dans vos stratégies? Alors, Camille, je te laisse commencer. Bonjour. Donc... Nous, en fait, on a une politique de diversité et d'inclusion qui est une politique de long terme. En fait, on a commencé dès 2010 en fait, à avoir une feuille de route très claire, une feuille de route avec des objectifs chiffrés, ce qui était pour nous quelque chose de très important. Donc, ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est vraiment de regarder déjà la situation actuelle, la chiffrer de manière la plus objective possible, pour derrière pouvoir fixer des objectifs clairs. On a choisi, en fait, par rapport à la diversité, en fait, 3 axes et uniquement 3 axes, parce que c'est déjà un gros travail en fait d'atteindre ces objectifs-là, qui sont la féminisation, l'internationalisation et le handicap. En sachant que c'est les objectifs en fait, qu'on a, nous, au niveau monde et pas uniquement au niveau français. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez important et qui nécessite aussi de prendre en compte en fait, les différences entre les différentes cultures et différents pays. Donc on a décidé en fait, d'atteindre 30% de femmes à horizon 2025 à différents niveaux dans l'organisation, que ce soit le comité de direction, le COMEX, que ce soit les dirigeants ou les senior managers, donc les managers de plus haut niveau. Donc ça, c'est sur la féminisation. Et sur l'internationalisation, on a décidé d'avoir 40% d'internationaux à horizon 2025 sur les mêmes types de critères. Donc ça, c'était vraiment important. Sur le handicap, c'est plus difficile en fait, d'avoir des objectifs chiffrés dans tous les pays parce que ça dépend vraiment des législations. Donc on a 6%, on cherche à aller au-delà des 6% qui est l'obligation légale en France, mais dans les autres pays, ça va vraiment dépendre en fait, de leur culture locale et de ce qu'on peut faire par rapport à la législation. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Peut-être pour compléter, nous on a aussi voulu poser un modèle de maturité de nos actions inclusion et diversité et d'être justement le plus objectif possible par rapport à notre maturité. Ne pas se croire forcément best in class quand on ne l'est pas ou au contraire parfois minimiser des actions qu'on a depuis longtemps et voilà, mieux les mettre en valeur. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point sur lequel aussi on s'est attaché, c'est de recueillir la perception de nos collaborateurs. Parce qu'en fait, l'inclusion et la diversité, en tout cas, me semble-t-il, ça n'est pas juste une liste à l'après-vert d'actions. C'est important, il faut le faire. Ça, c'est les actions, c'est un peu le quoi, les actions de diversité. Mais l'inclusion, c'est aussi la perception que nos collaborateurs en ont. On l'a entendu tout à l'heure en plénière. Et pour ça, on a 2 choses. On a une enquête annuelle d'engagement où il y a des questions justement autour de l'inclusion et de la diversité. Et puis, on a lancé cette année un baromètre de l'inclusion et de la diversité avec Mosaïque RH. Voilà, ça nous semblait 2 points très importants, être au clair sur notre maturité et puis recueillir la voix des collaborateurs. Puis un dernier élément, c'est que nous, on est passé entreprise à mission en mai dernier et c'est vraiment une boussole pour nous. Donc on a aussi revu nos actions, dressé la stratégie au regard de cette boussole d'entreprise à mission et de notre nouvelle raison d'être. Bonjour à toutes et à tous. Alors chez Auchan, cette notion de diversité et d'inclusion, c'est une réalité qui est très concrète, mais pas encore suffisante. D'abord, ça fait partie de notre ADN et c'est fondateur dans nos valeurs. Parmi nos valeurs, nous en avons 2 qui sont très fortes, qui sont la confiance et l'ouverture. Donc il va s'agir de nourrir ces valeurs au travers de la diversité et de l'inclusion.
Ensuite, nous avons un certain nombre d'actions qui sont déjà très concrètes et sur lesquelles nous nous appuyons. On a signé, par exemple, récemment 2 accords. Un accord pour l'accueil des salariés en situation de handicap. Donc un accord qui vit depuis plus de 25 ans à Auchan. Et puis un accord sur l'égalité professionnelle. Donc grâce à ces 2 accords et aux travaux que nous menons, nous avons des résultats qui sont très satisfaisants, comme par exemple sur le handicap, où nous sommes très au-dessus de la moyenne, et 90% de nos points de contact accueillent des personnes qui sont en situation de handicap. Nos indicateurs aussi, en termes d'égalité professionnelle, sont remarquables si je les mets en lien avec la loi RIC5 et que je regarde les résultats qui sont posés. Au-delà de ça, nous recrutons en moyenne 16 000 personnes par an, dont 75% de jeunes de moins de 25 ans, dont des personnes qui sont non diplômées. Donc cette notion d'inclusion, elle prend toute son importance et elle est extrêmement engageante pour nos managers. Bon nombre aussi d'actions locales avec des partenariats pour l'accueil de réfugiés, pour l'accueil de personnes en situation de réinsertion, pour des personnes aussi qui sortent du régime pénitentiaire. Donc en local, nous avons aussi un certain nombre d'actions très concrètes. Mais ce qui est très important et notre objectif, notre stratégie principale dans l'inclusion, c'est en fait d'être le reflet de nos clients. Et c'est ça qui est essentiel. Nous avons plus de 600 points de contact. Ces 600 points de contact sont intégrés dans des zones de vie, dans des quartiers qui peuvent être difficiles, dans des zones sensibles. Et donc, nous devons être aussi le reflet de nos clients. Et pour être le reflet de nos clients, nous avons une arme qui est formidable, c'est celle de l'inclusion, et de pouvoir accueillir justement des profils très différenciants qui vont venir nous challenger, des profils aussi qu'il va falloir former, qu'il va falloir accompagner, bien évidemment, mais en tout cas qui vont être vecteurs de croissance et de performance non seulement économique, mais sociale pour nous. Merci beaucoup à vous 3. 3 exemples complémentaires. Donc, on a vu dans un premier temps que voilà, une stratégie pouvait comporter que 3 éléments, par exemple. Donc, c'est assez simple, finalement, de se focuser, de se concentrer sur des éléments clairs. Dans un deuxième temps, donc, on a vu aussi que c'était important de faire un assessment, d'avoir en fait des éléments chiffrés dès le départ aussi pour écrire cette stratégie diversité-inclusion, de prendre le pouls de la perception des collaborateurs, de regarder aussi les enjeux business, comme vous l'avez bien dit également aussi, pour lier la stratégie diversité-inclusion aux enjeux de votre entreprise. Alors, j'ai envie aussi de vous poser une autre question. Je sais qu'on en a discuté ensemble, Camille et Géraldine notamment, sur pourquoi et comment vous êtes passé en fait finalement d'une stratégie basée que sur la diversité à une stratégie qui est basée maintenant sur la diversité et l'inclusion. Comme je le disais, pour moi, la diversité, c'est plutôt le quoi. Et quand on touche à l'inclusion, on touche à la culture d'entreprise. Et donc, c'est important de vraiment prendre la perception des collaborateurs. Je reboucle un peu, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait énormément d'actions de diversité qu'on peut pour autant dire qu'on a un environnement inclusif. Ça, c'est nos collaborateurs qui nous le disent. C'est nos collaborateurs qui, à un moment, nous disent « je suis bien là où je suis, je sens que je peux être qui je suis, dans tout ce que je suis, dans toute ma diversité, et je sens que j'ai les mêmes opportunités d'évolution ». Et on s'attache aussi vraiment toujours à avoir à la fois des actions en interne et des actions externes. Donc c'est vraiment très important parce que c'est aussi apporter du sens à nos collaborateurs et leur montrer que, je reviens sur notre raison d'être et notre boussole, elle n'est pas uniquement tournée vers nous, elle est tournée plus largement vers la société. Donc on est vraiment passé d'une feuille de route par pilier à reposer vraiment une stratégie globale d'inclusion et de diversité et voir comment on touchait le temps long, le temps de la culture. Je pense qu'on a une approche assez comparable. En fait, ce qu'on dit, nous, c'est que la diversité, c'est je prends une photo. Je prends une photo et je regarde en fait comment se répartit ma population. Et ça me permet de suivre des KPI. Et quand on est une boîte d'ingénieurs, on adore les KPI. Donc ça rassure tout le monde, soyons honnêtes. La deuxième étape, c'est de se dire, maintenant qu'on a dit ça, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on travaille ensemble ? On peut avoir une équipe diverse avec beaucoup d'internationaux, des Français, des gens de tous les pays du monde, avec des cultures différentes, des origines différentes, mais comment est-ce qu'on travaille ensemble ? C'est vraiment ça. Et la question d'après, c'est ça. Avoir de la diversité dans votre équipe, mais si vous n'avez pas d'inclusion, ça ne marche pas. Il faut quand même être très honnête, c'est contre-productif. Et les entreprises veulent pouvoir faire tourner leur business. Donc ça veut dire qu'on arrive assez vite à cette deuxième étape de dire maintenant comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble. Et c'est vraiment ça. C'est beaucoup plus difficile de travailler sur l'inclusion que sur la diversité parce que la diversité c'est des chiffres. Les chiffres c'est facile.
c'est facile, plus ou moins facile, on va dire. L'inclusion, c'est vraiment comment est-ce que je vais faire en sorte que chacun se sente responsable, en fait, de permettre à l'autre d'être lui-même. Parce que si je veux être moi-même en entreprise, il faut que l'autre puisse être lui-même. Et c'est vraiment travailler sur tous ces éléments-là pour que chacun se sente bien. Et nous, c'est vraiment ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place de manière très concrète aujourd'hui au sein de Total Energy, c'est développer cette culture d'inclusion qui repose, comme chez Auchan, en fait, sur nos valeurs qui sont de nos valeurs qui sont la solidarité et le respect de l'autre. Donc ça fait partie en fait de qui on est. Mais c'est vraiment mettre ça en valeur et puis à tous les niveaux. Ça veut dire qu'il faut que le top management incarne ces valeurs et puis qu'après, même au plus bas niveau dans l'entreprise, que ce soit dans une station-service, que ce soit, je sais pas moi, peu importe l'endroit, que les gens se sentent vraiment inclus. Et en effet, c'est ça qui va être clé. Et je pense aussi qu'on est beaucoup poussé en fait en interne par tous nos collaborateurs en interne qui ont envie d'être eux-mêmes et aussi par tout l'environnement externe qui demande plus d'inclusion. Merci pour vos deux témoignages. Christophe, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce point ou Je partage cette notion de quantitatif, en fait, qui n'est pas la vraie représentativité de l'inclusion. Vous voyez, Auchan, c'est 114 nationalités. Et en fait, dire ces 114 nationalités, en fait, c'est ne rien dire. Ce qui est important, c'est de regarder comment on va s'inspirer de ces 114 nationalités pour en faire une source pour faire évoluer nos managers, pour faire évoluer notre façon de penser, pour engager une démarche collective qui nous permette justement de franchir un certain nombre de tabous, un certain nombre d'images qui viennent nuire justement à cette intégration et au fait de pouvoir s'enrichir les uns les autres de cette diversité. Merci beaucoup. Et justement, est-ce que, si je reste avec vous, pour que vous nous racontiez comment, effectivement, la stratégie diversité-inclusion est finalement au centre de votre stratégie ressources humaines? Elle est chapeau dans mon projet humain. Ça, c'est le plus important. Ensuite, ça doit être vraiment une intention collective. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous changions de paradigme dans la manière dont nos managers, en fait, développent leur accompagnement managérial au quotidien. Ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, le troisième point, c'est cette notion d'inclusion, elle vient s'inscrire dans l'ensemble des actions que nous allons mener. Donc, ces trois points sont essentiels. Si je m'appuie sur les différents piliers d'une direction des ressources humaines, à savoir le recrutement, à savoir l'évaluation, à savoir la formation, il faut qu'on repense la manière d'aborder ces trois piliers. Il faut que nous soyons beaucoup plus prégnants sur ces sujets, mais par de l'individualisation. En fait, c'est savoir adapter notre recrutement aux personnes qui peuvent venir de quartiers difficiles, de zones sensibles, savoir aussi modifier la façon dont nous formons et savoir aussi modifier la façon dont nous évaluons. Donc c'est extrêmement cœur dans notre projet humain. Et pour moi, c'est essentiel que nos managers puissent avoir les atouts et une façon différente d'accompagner des personnes qui viennent de milieux qui peuvent être soit défavorisés, enfin en tout cas de milieux économiques, de milieux culturels, de milieux sociaux complètement différents. Donc c'est plus un travail d'éducation que je veux faire au travers du projet humain que de poser des bonnes méthodes. Alors bien évidemment, j'ai beaucoup entendu parler ce matin de recrutement sans CV ou autre. Ça fait partie des bases en fait pour améliorer l'inclusion, mais au-delà de ça, il y a un mot que j'ai beaucoup apprécié, c'est le mot éducation, en fait, qui est très fort et qui va nous permettre justement d'ouvrir à de nouveaux modes de pensée, d'ouvrir à une intention collective qui soit complètement différente et bien plus pertinente. Moi, j'ai une grande chance à Auchan, c'est que quand j'ai été accueilli à Auchan, bon, déjà, j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec le monde du commerce ou le monde des écoles, des grandes écoles telles qu'on peut l'imaginer. Mais mon parrain formateur, c'était une personne qui sortait d'un quartier sensible, d'une origine autre que française. Et c'est lui qui m'a le plus apporté à Auchan et c'est lui qui m'a appris en fait ce qu'était l'inclusion. C'est quand même paradoxal et c'est quand même une inversion dans ce qu'on est un peu en train de dire, mais ça a été vraiment d'une grande richesse et d'une grande ouverture dans ce que j'ai pu faire après à Auchan. Et c'est la personne avec laquelle je suis aujourd'hui le plus en contact, c'est la personne qui m'a peut-être le plus inspiré, hormis mon directeur général, je fais attention, mais voilà, c'est important aussi
c'est important aussi de nous ouvrir à ces différents modes de pensée. Mais, il est derrière vous. Ah, il est derrière vous. Je ne l'avais pas vu en plus. Voilà, donc vraiment, c'est un changement de paradigme dans mon projet humain. Je veux qu'on ait une approche qui soit vraiment différenciante, qu'on puisse accueillir ces personnes, les mettre en situation de réussite, alors par du tutorat, par exemple. Et à ce titre, d'ailleurs, il y a une partie de mes équipes qui est ici, et je les en remercie. Je vais dédier des ressources spécifiquement à l'inclusion pour en faire un facteur de réussite. Merci beaucoup. Il y a plein de choses dans ce que vous avez partagé. Et je retiens aussi que les plans diversité et inclusion doivent être basés sur les fondamentaux des ressources humaines qui sont le recrutement, la formation et le développement des talents. C'est extrêmement important parce qu'en fait, sur ce sujet de diversité et d'inclusion, on peut aussi des fois sauter sur des activités et passer d'activité en activité. Mais c'est bien là le rôle essentiel de la stratégie diversité et inclusion. Donc Camille et Géraldine, est-ce que vous avez des exemples aussi dans vos entreprises ou des points à ajouter ? Oui, peut-être partager avec vous. Alors, je pense que vous le savez, nous aussi, on aime bien les chiffres. Nous, on aime à se définir comme un people business. Donc, nous, vraiment, le cœur, en fait, de notre production, c'est les hommes, en fait, c'est les talents. Et en fait, on est parti d'un constat très simple et d'une conviction assez simple, c'est qu'on est pleinement performant que quand on est pleinement soi-même. Et ça part d'abord, et ça commence là, en fait, par cette conviction qui doit être une conviction partagée. On parlait des valeurs, je suis totalement d'accord avec vous. Ce qui nous rassemble, c'est aussi ça, c'est des valeurs communes. Au-delà de compétences, moi j'ai souvent tendance à dire que les compétences, ça s'acquiert. Les valeurs, c'est ce qui nous a construit, c'est ce qu'on a expérimenté, et c'est ce qui est vraiment, finalement, souvent peu visible, à part par nos actes, mais voilà, qui nous rassemble. Et donc, nous, on est vraiment aussi partis de cette conviction commune qu'on est pleinement performant quand on est pleinement soi-même. Mais cette conviction, elle doit être partagée par tous. Et elle doit finalement ça doit être une prise de conscience de tous. Et il faut vraiment donc partager et engager l'ensemble du management, vous en parliez tout à l'heure, engager le management au-delà de l'exemplarité par une vraie action managériale d'inclusion. Alors, ça peut prendre effectivement la formation, le recrutement, le développement des talents. Moi, j'aime à dire que l'inclusion et la diversité, ça doit dépasser le spectre RH. C'est quand ça dépasse justement le spectre RH, quand c'est l'affaire de tous, en fait, que là, on commence à toucher l'environnement inclusif et la culture inclusive. Voilà, peut-être partager ça en complément de ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et c'est vrai que là où je vous retrouve tout à fait, c'est que l'inclusion, ce n'est pas un sujet RH, en fait. Si c'est un sujet RH, c'est raté. C'est un sujet, pour moi, de chaque collaborateur. Donc, on a besoin des RH, bien sûr, parce que les RH vont donner les conditions collectives qui permettent d'aller vers l'inclusion. Comme ça, on va passer en revue toutes les politiques RH, éviter qu'on ait le moindre biais. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire des audits de beaucoup de choses pour regarder s'il n'y a pas des biais, si les gens travaillent comme on devrait. Mais c'est vraiment s'assurer que chacun se sente responsable de ça. Et chez Total Energy, on a beaucoup travaillé là, sur le rôle du manager, avec ce qu'on appelle le manager coach. On dit que le manager, finalement, d'abord, que chaque homme dans l'entreprise est un talent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc tout le monde a besoin d'être développé. Et le manager est vraiment responsable de développer toute son équipe. Et je pense que ce rôle du manager dans l'inclusion est vraiment clé parce que c'est le manager au quotidien qui peut créer cet environnement de travail inclusif. C'est lui qui peut aller chercher en réunion, en fait, la parole de celui qui n'ose pas parler. C'est lui qui, en réunion, aussi peut arrêter celui qui parle trop, qui peut aussi vraiment créer les conditions collectives pour que celui qui a une très bonne idée mais qui n'ose pas, en fait, puisse oser. Et ça, pour moi, c'est vraiment ça aussi, être inclusif. Merci pour vos témoignages. Donc, on voit qu'il y a effectivement un débat, même si ça vient effectivement des ressources humaines. Là, il faut ensuite engager l'ensemble des collaborateurs, puisque l'inclusion, c'est pas juste une personne qui va en formation et qui revient en disant j'ai été formée, mais je peux rien faire, je peux pas changer les choses. C'est vraiment l'engagement de l'ensemble des collaborateurs. Alors, j'ai envie de vous faire réagir à nouveau pour savoir si parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin de convaincre au sein de leur entreprise pour passer à une stratégie diversité et inclusion. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont à ce stade-là de ne pas savoir comment convaincre en interne? Oui, merci de votre franchise. Pas d'autres?
Bon. Alors, on va répondre à cette question parce que peut-être aussi en digital, on a des personnes qui ont besoin de convaincre en interne. Hein. C'est pas facile de faire bouger les choses et les lignes. Christophe, est-ce que vous auriez des arguments pour convaincre une direction pour passer à l'action sur la diversité et l'inclusion ? Alors moi, j'ai beaucoup de chance parce que mon patron est vraiment très insistant sur ce sujet. Mais au-delà de ça, ça fait vraiment partie de notre culture, donc c'est un gros avantage. Mais je crois qu'il faut s'appuyer déjà sur toutes les démarches locales. Je suis certain que dans toutes les entreprises, en local, alors nous, c'est vrai que nous sommes très représentés sur la France et nous avons 600 points de contact, comme je le disais, mais il y a systématiquement, il y a des bonnes pratiques, il y a des démarches qui sont engagées. Et je crois que s'inspirer de ces bonnes pratiques, essayer de les récolter, essayer de les faire diffuser, c'est déjà un bon point pour essayer de convaincre le COMEX. Ensuite, je m'appuie énormément sur mon équipe RSE, voilà, qui porte ces sujets avec une conviction farouche. Et puis notre équipe communication. La communication aussi sur ces sujets, elle est essentielle. Il y a bien évidemment ce que je vous disais sur l'acculturation du management, et ça c'est extrêmement important. Mais la manière aussi dont on va communiquer ces sujets est aussi importante. Donc quand je vous dis récupérer en fait toutes les initiatives locales, récupérer tous les inputs qu'il peut y avoir dans chacune des équipes, alors j'aime pas parler de bonnes pratiques, mais en tout cas tous les exemples très concrets que chacun peut développer, et puis avoir un service communication qui est capable de les mettre en musique, de les diffuser, de faire en sorte que ce soit infusé au niveau de chacune des équipes, c'est déjà une première victoire. Voilà, c'est déjà une manière de poser des bases qui sont très sérieuses et ensuite de se poser des objectifs plus ambitieux. Merci. Et donc, si une personne devait voir sa direction pour convaincre, pour passer sur la stratégie diversité et inclusion, quels arguments ils peuvent utiliser, ils pourraient utiliser peut-être des enjeux business ou... Il y a des enjeux en fait qui sont liés à la performance collective. D'abord, c'est accepter des profils qui sont différents, qui ont des compétences aussi différentes, qui vont pouvoir se former sur le terrain. C'est aussi un moyen d'accélérer et de nourrir la performance. Donc ça, c'est un entrant qui est très très fort. Voilà, éviter de... je veux dire, c'est vrai qu'à Auchan, nous avons connu pendant certaines années le fait d'être un peu dans l'auto-renouvellement en fait de nos potentiels et de nos talents, et ça nous a desservi. Aujourd'hui, cette ouverture, en fait, et le fait d'accepter, d'accueillir, de former, de faire grandir, de faire évoluer, de venir aussi nourrir tous les métiers pénuriques. Enfin, il y a eu beaucoup d'échanges sur ces notions-là ce matin. En fait, c'est un moyen aussi de venir compenser tout un tas de défauts que l'entreprise a pu construire pendant des années. Merci. Camille, quelque chose sur les attentes sur les millénials, peut-être ? Oui, nous, il y a aussi un élément en fait qui a joué en fait pour mettre en route le COMEX en fait sur le sujet d'inclusion, c'est qu'on a eu une rencontre en fait de notre PDG avec 350 jeunes qui ont beaucoup remonté en fait ce sujet d'inclusion comme étant un sujet majeur pour eux. Et la transformation du groupe nous comporte, elle passe beaucoup aussi par la jeunesse, et donc je pense que c'est très important aussi de s'appuyer en fait sur les employés ressources groupes qu'on peut avoir, donc les jeunes, parfois les femmes, parfois d'autres réseaux en fait qu'on peut avoir en entreprise, et permettre à ces réseaux-là aussi de parler. Et nous, les jeunes, ce qu'ils nous ont dit, c'est ça. C'est aujourd'hui, moi, je veux travailler dans une entreprise qui me respecte. Je veux travailler dans une entreprise dans laquelle je me sens bien, et le matin, je ne suis pas obligée de mettre un masque et de ne pas être capable d'exprimer qui je suis. Et ça, je pense que ça a été aussi un argument très fort. Et je pense qu'on a ça dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, sauf que parfois, on n'ose pas écouter. Et je pense qu'être capable d'écouter en fait ce que les gens ont à nous dire, être capable vraiment de l'écouter, de l'entendre, puis après d'en faire quelque chose, c'est aussi quelque chose qui est très positif. Et ça a marché sur ce sujet-là. Je suis sûre que ça marcherait sur plein d'autres sujets. Alors pareil, nous on a un groupe qui s'appelle les Next Gen. Il y a quelques représentants dans la salle qui ont finalement aidé à porter la voix effectivement du collectif, la voix RH aussi. Et puis je reviens aussi à ce que je disais, c'était
de se mettre aussi en empathie avec le comité de direction, en fait. Quels sont ses enjeux, quels sont ses propres objectifs à atteindre, quelles sont ses ambitions. Comme je vous le disais, nous, on est passé entreprise à mission. C'est quand même une vraie démarche transformante et engageante pour l'ensemble de l'entreprise, avec aussi des attentes du comité de direction. Et quand on a présenté la stratégie, on s'est vraiment mis aussi à la place du COMEX pour se dire de quels arguments lui-même a-t-il besoin pour convaincre et engager finalement toute la strate managériale. Donc on a parlé de la performance, clairement, ça, on a beaucoup d'études. Et ça, je ne peux qu'encourager tout le monde à aller sur Internet, prendre les bonnes pratiques, prendre les études, se nourrir en fait de tous ces chiffres. Le président de Deloitte aussi en parlait en citant quelques chiffres sur la transformation paritaire et finalement la performance in fine des organisations. Et voilà, c'est de parler aussi avec des mots en résonance du COMEX. Et vraiment, je réinsiste là-dessus, mais comme tu l'as très bien dit, ça n'est pas un sujet RH, en fait. C'est le sujet de l'entreprise et c'est le sujet de la société. Bon, parfait, merci beaucoup, merci. On va passer, on est pile dans le timing, on a été super sérieux. On va pouvoir passer aux questions-réponses et vous donner la parole et répondre aux questions que vous vous posez sur la stratégie diversité et inclusion. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, Du coup, je me demandais, là, on parlait de la liste d'arguments qu'on pourrait donner au COMEX pour leur donner envie de s'engager en faveur de l'inclusion, etc. Comment on fait pour répondre aux inquiétudes des managers, aux freins, quand ils vont se dire, en fait, moi, je suis déjà complètement sous tension dans mon équipe, donc si j'ai quelqu'un qui arrive et qui demande énormément d'attention, etc., comment je vais m'en sortir? Parce que nous, c'est quelque chose qui... En fait, c'est ça qui revient tout le temps. C'est les inquiétudes des managers et ils savent pas comment gérer, en fait, et ils ont l'impression que c'est un fardeau qu'on va leur mettre sur les épaules et qu'ils vont se retrouver seuls et déconnectés des RH finalement par rapport à ça, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Voilà. Mais, merci. Alors moi je disais que c'est pour ça qu'il faut penser quand même les process de bout en bout. C'est-à-dire, faire du recrutement inclusif, c'est pas une fin en soi. Alors la diversité ou l'inclusion s'arrête pas en se disant ça y est, super, j'ai fait une promo de 100 recrutements inclusifs, j'ai coché la case, ça y est, c'est bon. Ben non, en fait il faut le penser, et notamment avec quelque chose que vous dites, c'est l'intégration. Et je pense qu'un des process qui est le plus critique, quelle que soit finalement votre diversité, c'est l'intégration. On le sait tous, on va tous jouer à ce moment-là. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les valeurs de l'entreprise? Est-ce que vous êtes accompagné? Et c'est là où je rebondis aussi sur ce que vous disiez, sur la personnalisation finalement de l'expérience. Nous, on a mis en place, notamment avec la mission handicap, vraiment un accompagnement personnalisé, à la fois de la personne en situation de handicap qu'on accueille, mais également de l'équipe et du management. Et je pense vraiment que c'est un levier, in fine, de réussite dans l'intégration et donc dans finalement toute l'expérience. Parce que ce qu'on voit après, et il faut aussi se nourrir de finalement un peu de ces retours d'expérience et de ces petites réussites, c'est que tout le monde a été nourri. À la fois la personne en situation de handicap, mais plus globalement l'équipe et plus globalement le manager. Donc je pense qu'il faut faire des petits pas, vraiment penser de bout en bout les process. C'est-à-dire, on ne pense pas le recrutement d'un côté, l'intégration de l'autre, le développement des talents encore d'un troisième côté. Non, il faut vraiment penser les choses de bout en bout. Il faut bien évidemment penser au manager, on parlait, la prise de conscience, l'exemplarité. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur les épaules du manager, on le sait, mais il faut aussi l'accompagner. L'accompagner lui et son équipe dans cette phase d'intégration. C'est souvent ces premiers pas en fait qui sont critiques. Lever les peurs, répondre aux interrogations. Nous, on a accueilli notamment un jeune avec un trouble autistique. Ça peut faire peur et il faut oser le dire en fait. Je pense qu'il faut poser les sujets, il ne faut pas avoir peur de les traiter et il faut vraiment aller sur de l'accompagnement, personnalisé, vraiment presque de la haute couture en fait dans l'accompagnement. En fait, si je peux juste compléter, c'est vraiment un changement de posture en fait de celui qui va recevoir. C'est-à-dire que si vous êtes dans le raisonnement classique de j'ai ma charge de travail au quotidien et voilà, je fais mon quotidien tel que je le vis tous les jours et tel que je l'ai toujours vécu, en fait, ça ne peut pas marcher. Donc, et je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est un ensemble en fait. Il y a un ensemble de facteurs qui vont être probants et qui vont permettre justement d'avoir un meilleur accompagnement de la personne qui va arriver. C'est très important aussi de casser les tabous autour des personnes qu'on peut accueillir.
Mais il faut aussi ne pas avoir peur de mettre des moyens, c'est-à-dire du tutorat, par exemple. Le tutorat, c'est extrêmement important. Accompagner ces personnes qui arrivent et avoir des ressources dédiées aussi pour accompagner, c'est essentiel. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Depuis ce matin, j'entends parler beaucoup de la diversité, de l'inclusion, mais il y a un critère aujourd'hui qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'âge en fait. C'est l'âge des différentes populations dans la société. On parle de l'âge de la retraite qui va être beaucoup plus éloigné. Donc je voudrais savoir comment vous intégrez également ce facteur-là pour accompagner, on va dire, des populations vieillissantes au sein de vos entreprises pour en faire un vrai critère de succès. Je peux me lancer, ce coup-ci, c'est moi qui me lancer. je pense en effet, quand on dit qu'on va être inclusif, en tout cas chez nous, c'est qu'on va être inclusif envers tout type de minorités. Les minorités, ça peut être les minorités notamment en termes d'âge. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important à avoir en tête. Ça veut dire que dans une entreprise, en plus dans une entreprise comme la nôtre, en fait, les carrières sont très longues et les gens restent souvent sur la durée. Donc on va avoir des gens qui vont finalement être de plus en plus âgés. Avec la retraite qui recule, on va se retrouver dans cette situation-là. Et je pense que c'est vraiment clé pour l'entreprise, en fait, de mettre en place aussi un certain nombre de processus et de moyens, en fait, pour que ces gens-là se sentent valorisés. Et par ça, il y a pas mal de choses, en fait, qui peuvent être faites. Il y a des actions très concrètes, comme le mentorat. C'est aussi permettre aux gens de devenir mentors. C'est aussi, quand on dit enlever un peu de poids sur les épaules du manager, les mentors, ça sert à ça aussi, quoi. Donc, si je suis plus âgée et que j'ai beaucoup d'expérience, je connais bien mon entreprise, je suis capable d'expliquer comment fonctionne l'entreprise, capable d'expliquer toutes les choses qui ne sont pas écrites dans nos entreprises à des plus jeunes, c'est quelque chose qui va fonctionner. Après, nous, on est en train de réfléchir aussi en se disant, notamment les femmes, à peu près à l'âge de 50 ans, souvent, elles ont fini de gérer en fait, leurs enfants, etc., parce qu'on a quand même souvent ces modèles-là qui existent encore. Et finalement, c'est leur donner aussi la moyen d'avoir une deuxième carrière, vraiment valoriser aussi ces femmes-là, parce que l'entreprise en a besoin. C'est toujours pareil, en fait. C'est pas juste être... c'est pas, quand on n'est pas philanthrope, hein, une entreprise, elle fait du business. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, j'ai des femmes avec du potentiel que je peux, entre guillemets, utiliser. Et leur énergie, j'en ai besoin pour construire mon entreprise de demain. Donc c'est vraiment aussi revoir un peu la manière dont on raisonnait pour mettre en avant aussi ces femmes-là et leur donner peut-être plus d'opportunités, notamment en termes de mobilité internationale, etc., qu'on pourrait avoir. Et le dernier élément, et après je vous cède la parole, c'est aussi, nous on est vraiment en transformation. Donc on cherche aussi vraiment, notamment pour les personnes peut-être qui sont plutôt en deuxième type de carrière, de les aider à aller vers les nouvelles énergies. Et ça, c'est aussi en fait toute une action d'upskilling, de transformer, donner aux gens les moyens en fait de se reformer à des nouveaux métiers. Plutôt dire, vous êtes arrivé il y a 25 ans dans l'entreprise, c'est très bien, continuez à faire comme vous faites. C'est pas ça, c'est les aider à grandir au jour le jour et parfois vraiment aller vers un autre métier et en les accompagnant pour aller vers ce nouveau métier. Moi, je travaille dans une entreprise où certains métiers sont très pénibles. Donc, il y a un niveau de pénibilité qu'il faut comprendre. Il faut savoir écouter aussi les différentes personnes qui sont sur des métiers qui sont dits pénibles, qui peuvent entraîner de la maladie professionnelle ou des risques psychosociaux, quels qu'ils soient. D'abord, ça passe par la compréhension de ces métiers. C'est extrêmement important. Ça passe par des principes de mobilité interne aussi, c'est-à-dire accepter de pouvoir proposer à des personnes qui arrivent à un certain âge de basculer sur des fonctions qui sont différentes ou en tout cas sur une méthode de travail qui est différente. Donc tout ça, c'est beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges avec les collaborateurs, avec les managers, mais aussi avec les partenaires sociaux. Il faut avoir un environnement qui soit propice justement à ce que l'individu, chaque collaborateur puisse continuer à s'exprimer et à apporter une vraie différence à l'entreprise pour qu'on puisse gagner en performance. Donc c'est une relation gagnant-gagnant en fait. Alors oui, on est dans un système et dans une machine qui peut être liée systématiquement à de la performance économique, mais la performance économique sans justement cette approche individuelle, elle n'existe pas. Donc c'est extrêmement important, au travers des différences de chacun, de nourrir un projet qui soit un projet commun. Je voulais vous remercier pour votre question parce qu'effectivement, on ne peut pas aborder tous les sujets liés à la diversité, à l'ensemble de la diversité et l'inclusion, mais effectivement, le plan senior est une grosse partie des plans d'action diversité et d'inclusion.
Généralement, on commence par le genre, mais dans toutes les entreprises, il y a une vraie priorité et des vrais enjeux, notamment de renouvellement en fait, des équipes. Je suis aujourd'hui dans une entreprise qui a cette problématique notamment, et l'idée, c'est d'avoir aussi des plans de carrière pour accompagner en fait, une nouvelle génération qui pourra remplacer effectivement les talents qui vont partir à la retraite et qui étaient des experts dans leur domaine. Donc, il y a un vrai sujet dans les plans diversité et inclusion sur les seniors. Merci. D'autres questions? Oui. Bonjour et merci pour vos interventions. Je me demande en fait, quand on parle de stratégie pour la diversité et l'inclusion, on parle souvent de sourcing. Ce qui veut dire aussi aller chercher dehors les personnes qui n'ont pas accès à notre monde et à notre entreprise. Qu'en est-il de la diversité qui existe déjà au sein de l'entreprise? Est-ce que vous avez, des exemples de stratégies pour peut-être identifier l'existant, voir comment on le promeut? Et puis deux, il y a aussi la diversité qu'on ne voit pas. La diversité à laquelle je pense, par exemple, la neurodiversité. Vous avez donné l'exemple du spectre de l'autisme, c'est super. Quelle stratégie existe aujourd'hui? Si vous en avez des bonnes pratiques, vous pourriez nous présenter, nous partager. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est parfait ce que vous venez de dire. Je n'aurais pas pu imaginer une meilleure question. Parce que c'est typiquement le constat qu'on a fait pour lancer le baromètre de la diversité avec Mosaïque RH. Donc, c'était de se dire, voilà, il y a des choses qu'on arrive à suivre, le genre, le handicap. Mais en fait, il y a plein d'autres types de diversité. Qu'on voit ou qu'on ne voit pas, sur lesquels les gens ont envie de s'exprimer à titre individuel ou pas. Et en fait, pour avoir une stratégie diversité-inclusion qui soit finalement la plus proche et la plus adaptée, parce qu'en fait, je ne pense pas qu'il y ait une seule stratégie. En fait, il y a votre entreprise, ses ambitions, d'où elle part. Enfin, on parlait de la maturité. Où est-ce qu'elle veut aller? Où est-ce que vos collaborateurs aussi veulent aller? Et donc, ça a été notre point de départ. Donc, même si on a posé finalement une première stratégie, on a lancé en parallèle le baromètre pour vraiment, justement, collecter cet état des lieux aussi de la diversité et de ses perceptions. Et pouvoir ensuite réajuster, finalement, ce qu'on avait posé comme stratégie, voilà, pour ne pas être dans l'immobilisme le temps de faire l'étude, le baromètre et puis d'avoir les résultats. Et là, justement, on est en train d'avoir les résultats pour pouvoir ajuster. Donc, je ne peux pas répondre à votre deuxième partie de question, mais en tout cas, la première, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter. On a tous, je pense, des baromètres de l'engagement. Nous, on en a un tous les ans. Mais c'est bien de prendre de temps en temps, de faire un état des lieux, je dirais, un peu différent, de faire un petit pas de côté pour vraiment se remettre le plus aligné avec la réalité du terrain. Voilà. Donc vraiment, votre question était parfaite. Sur la neurodiversité, nous, on a lancé aussi des ateliers de travail, en fait. Donc, c'est la mission handicap, en fait, qui les a lancés et qui a pour but, en fait, de permettre aux gens de parler. Donc il y a celui qui vient en se reconnaissant en fait neurodivers et qui est content qu'on en parle. Et souvent il y a aussi beaucoup de gens qui viennent plutôt en spectateur. Il y en a beaucoup qui viennent parce qu'ils connaissent quelqu'un qui est neurodivers. Et en fait c'est aussi un moyen de libérer la parole, je pense. Parce que souvent la personne commence en disant bah, moi je viens mais c'est pas pour moi, hein, rassurez-vous. Et finalement le fait de réaliser qu'ils sont dans un environnement qui est tolérant, dans lequel ils peuvent parler, ils peuvent demander aussi en parlant de confidentialité, etc. Ça permet aussi de libérer cette personne-là et à ce moment-là ils sont capables de dire bah, finalement bah, moi je suis 10, je suis peu importe la neurodiversité dans laquelle il fait partie, et ça permet de libérer ça. Et je pense rien que le fait d'en parler finalement c'est une petite étape mais qui est assez clé et qui marche plutôt bien. Alors effectivement, en plus, on va devoir conclure, mais comme on parle d'impact, votre question est vraiment bien parce que la stratégie diversité et l'inclusion, l'objectif de cette stratégie, c'est l'impact sur vos collaborateurs. Donc c'est avant tout pour vos collaborateurs que vous faites cette stratégie diversité et inclusion. C'est pour les engager, c'est pour qu'ils se sentent mieux, c'est pour qu'ils soient plus performants. Donc voilà, bah, écoutez, merci beaucoup à vous trois pour votre partage d'expérience. J'espère que ça vous a été utile et merci aussi pour vos questions et votre attention. Merci à tous.